Donc, bonjour à tout le monde et nous allons commencer les entretiens, donc religion et société, avec aujourd'hui la prestation, si je peux dire, d'Anna Belloc qui va nous parler des religions au Kirghizistan, mais plus particulièrement du protestantisme, et encore plus précisément d'une enquête de terrain auprès d'un groupe minoritaire. Et nous avons la chance d'avoir une de ses amies qui fait partie de ce groupe minoritaire qui s'appelle la Paix de Dieu, qui s'appelle Karina, et qui est parmi nous. Donc c'est quelqu'un que nous avions dans la galerie, qui a 24 ans, qui travaille chez Pepsi Cola. Donc, on voit déjà que les compagnies américaines ont pénétré absolument toute la planète, puisqu'elles sont même au Kirghizistan, en plein Asie centrale, et qui est chargée de planification de produits. Alors, elle a étudié, c'est à ce moment-là, je pense qu'elle a rencontré Anna, que je présenterai tout à l'heure. Elle a étudié à l'Université nationale kirghize, à la faculté d'économie et de gestion. Et elle nous dit qu'elle aime beaucoup chanter, vous la verrez d'ailleurs un petit peu plus tard, et bien entendu chanter à l'église. Alors, elle aime également beaucoup la langue française, qu'elle étudie dans une école. Elle prend donc des cours de français, c'est comme ça qu'on peut la voir aujourd'hui, depuis 9 ans. Et son rêve, c'est de pouvoir venir dans une université en France et de trouver un travail. Alors, elle me dit dans le pays. Karina, vous voulez dire le pays, le Kyrgyzstan ou la France? Ah, je voudrais aller. Ouais. Je voudrais aller à France, oui, bien sûr. D'accord. Très Vraiment. bien. Alors, maintenant, je présente Anna. Alors, Anna Belloc, elle nous suit depuis le début. Donc, vous avez tous vu son visage dans la galerie ou en vignette, comme on dit. Alors, Anna fait partie des perles du Master Religion et Société, qui attire que des gens tout à fait passionnants. D'ailleurs, en fait, la majorité des gens qui sont en train de regarder ont fait à un moment donné le master. Donc maintenant, comme elle estime qu'un master, c'est pas assez, elle fait un autre master, elle est en master 2, qui porte sur les droits de l'enfant à l'université de Genève. Mais si je me souviens bien, elle est à Lille, puisque les cours sont en distance. Elle prépare actuellement son mémoire sur le sujet religion, tradition et société, la place du jeune et de l'enfant au Kirghizistan. Donc, c'est un sujet interdisciplinaire qui reflète sa volonté de mélanger les compétences et les connaissances qu'elle a acquises dans ses 2 autres masters, c'est-à-dire celui sur les religions et sociétés, mais elle a également fait un master FLE, c'est-à-dire français langue étrangère, pour pouvoir enseigner à l'étranger, et donc maintenant elle fait le droit de l'enfant. Voilà, donc elle arrive à trouver quand même un sujet qui va lui permettre de parler d'utiliser toutes ses compétences. Moi, je trouve ça tout à fait impressionnant. Et elle effectue dans son stage, évidemment, à distance. Son stage consiste à favoriser l'accès à l'éducation dans le domaine du français langue étrangère pour les Kirghizes. Voilà. Alors, Anna, maintenant que je vous ai présenté, est-ce que tout le monde voit bien le titre du PowerPoint? C'est bon? Oui. Bon, d'accord. Alors, je vais poser la question traditionnelle qui est, Anna, comment avez-vous découvert le Kirghizistan? Bon, exactement. Parce que pour mes études à Lille, Alors, il faudrait que tout le monde éteigne bien son micro, sauf Anna et Karina. Pour mes études à Lille, j'habitais dans une résidence internationale et je suis particulièrement devenue amie avec les Kirghizes. Et comme je voulais améliorer mon russe, j'ai dit, je viens. Oui, voilà, parce qu'en plus, Anna, évidemment, parle russe. Voilà, j'ai oublié de préciser ça. Très bien. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez donc nous donner une petite présentation de ce pays qui vous a fasciné? Évidemment, vous regrettez passablement de ne pas pouvoir y revenir plus vite, mais bon, on est tous un peu bloqués dans nos maisons. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce pays? Vous avez trouvé cette belle carte où on le voit en pleine Asie centrale. Oui, j'aime beaucoup cette carte. Je trouve que c'est un petit peu la blague pour dire que le Kyrgyzstan est très petit et enclavé. Donc, vous pouvez constater qu'il est frontalier avec 4 pays, le Kazakhstan, la Chine, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Sa capitale est Bishkek. Il y a environ 6 millions d'habitants.
Il y a deux langues officielles, le russe et le kirghize. Et pareil, deux religions officielles, particulièrement l'orthodoxie et l'islam. Mais c'est pas un islam, c'est plusieurs islams. Et ensuite, plein d'autres religions minoritaires. Alors, je montre maintenant la carte, si vous voulez la présenter un petit peu. Ou Karina, est-ce que vous voulez présenter votre pays? Je pense que Anna est présente. Bon, d'accord. Oui, Alors, puisque à vous, Anna. c'était plus long. Oui. Alors, Anna, vous pouvez présenter un petit peu le pays, les montagnes, le lac? Oui, alors, si vous voulez le Kirghizistan, il faut absolument aller voir Issyk-Kul, donc qui est tout en haut à droite. C'est à 4 heures de C'est le Bishkek. lac. Oui, c'est ça. Le lac Issyk-Kul, à 4 heures de Bishkek, attention. Vous avez donc Bishkek qui est vraiment la capitale au nord du pays, qui est vraiment frontalier avec Almaty, une grande ville au Kazakhstan. Après, vous avez les principales régions Talas, Osh, Bakken. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose de plus précis, Karina. Alors, moi, Batken, Naryn, Talas, Issyk-Kul, Osh, Jalalabad. Oui, c'est 5. Ah, oui, c'est 5. 5 provinces, voilà. Oui. Alors, ce que je viens de lire dans le livre d'un ami auquel je dédie un petit peu cet entretien, puisque je vous avais parlé, Anna, d'un ami qui habitait au Kirghizistan, qui enseignait, et entre le moment où je vous ai dit ça et puis le moment où on a fixé l'entretien, il est mort. Il a attrapé le Covid, il a eu plein de maladies, bref, il est mort. Donc, on s'est écrit, je vous ai envoyé son livre et puis il a disparu la semaine suivante. Mais justement, ce fameux lac-là, ça c'est pour tous les amis qui nous regardent, hein, c'est un lac, paraît-il, avec des eaux absolument spectaculaires parce qu'en fait, c'est des montagnes, hein, le Kirghizistan. C'est ça, hein, Karina? Oui. Et donc, c'est un lac glaciaire apparemment et visiblement, c'est un lac que les soviétiques appréciaient beaucoup parce qu'ils y faisaient séjourner certains sous-marins pour faire tout un tas d'expériences. Et apparemment, il y aurait pas mal de sous-marins soviétiques au fond, dont certains sont toujours assez radioactifs, puisque c'était des sous-marins nucléaires. Voilà, donc j'espère que vous le saviez. Karina, n'allez pas trop vous baigner dans ce beau lac. Ou en tout cas, Oui, c'est le perle du Kyrgyzstan, notre lac Issyk-Kul. Voilà, mais il est radioactif parce qu'il y a pas mal de... Non, c'est pas radioactif puisque nous allons en été, chaque été, et nous plongeons dans cette Issyk-Kul. C'est pas radioactif. Non, mais vous avez des sous-marins qui sont au fond et qui sont un petit peu radioactifs. Si on ne vous le dit pas, mais voilà, moi je vous le dis. Je viens de l'apprendre par mon ami. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il est mort, hein. Ce n'est pas parce qu'il avait révélé ça, mais apparemment, c'est quand même assez dangereux. Enfin, il paraît que c'est très, très, très beau. Voilà, très, très, très beau. Aussi, vous pouvez nous dire où est la mine d'or, très célèbre. Anna? Oh, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. D'accord. Karina, vous savez où elle est, la mine d'or? Le d'or, c'est Kumtor. Kumtor. Mais dans le carte, il n'y a pas. Ah, d'accord, ok. Kumtor peut-être à Naryn. Après, au milieu, là, c'est ça? Au milieu oui, au milieu. D'accord. Oui. Voilà, qui est une grande, là pas aussi, c'est une ressource exceptionnelle, là, hein, des mines d'or exceptionnelles. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant, Karina, Anna, hein, puisque c'est plutôt vous maintenant, nous parler un petit peu du tableau religieux de ce pays? Peut-être on met le slide suivante ou... D'accord, je vous montre là. D'accord. Alors, attendez. Non, sinon c'est bon, c'est pas... C'est bon, si, je fais ça. Je voulais vous avoir, mais en fait, si vous préférez, voilà. D'accord, désolé. Oui, donc en effet, il y a 75% d'islam sunnite, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un islam, mais plusieurs. Ça va vraiment du radicalisme à du quasiment déisme, c'est-à-dire notamment, on voit beaucoup à Bishkek des Kirghizes qui sont
musulmans, mais pour eux, être musulman, c'est croire en Dieu et avoir certains principes tels que l'hospitalité, le partage, la générosité. Et pour eux, c'est ça, être musulman, ils n'étudient pas le Coran ou l'arabe. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si je peux me permettre, c'est une république anciennement soviétique. Donc, elle a dû gommer beaucoup de pratiques religieuses. C'est un petit peu comme ce qu'on retrouve au Caucase. Ce sont des républiques qui se définissent comme laïques maintenant, ouais. Même s'il y a pas mal de religions. Ouais. Et d'autant que l'invasion, elle a été très, très progressive parce que c'était les Turcs, les Arabes au 8e siècle et c'était de l'islam soufi. Et donc, ça a été très progressif et ils ont fait un mélange avec leur propre religion originelle, donc le telgrisme, qui est une religion chamanique. Et c'est pourquoi finalement, c'est très épuré. Ils ont fait un syncrétisme entre les deux. Donc, c'est... D'accord. Oui, on avait décidé au départ que vous parleriez du tangrisme parce que c'est tout à fait passionnant, mais si vous parliez du tangrisme, ça faisait beaucoup trop long. Donc, c'est plutôt pour réserver pour une fois suivante parce que c'est quand même une des religions chamaniques les plus intéressantes. Donc, on verra ça une autre fois. Alors, est-ce que vous pouvez ensuite nous dire comment vous avez découvert, donc, vous continuez sur cette diapo ou je passe la suivante? Ah oui, on peut, comme vous voulez. Non, mais c'est vous qui parlez, Oui, alors pour terminer sur celle-ci, oui, c'était peut-être pour expliquer, donc il y a les 20% d'orthodoxie qui sont les Russes qui sont restés au Kyrgyzstan, et après, donc 5% qui sont les autres minorités religieuses, dont les protestants dont on va parler. Ce qui est important à comprendre aussi là-bas, c'est qu'il y a une différence entre citoyenneté et nationalité, ce qu'on n'a pas en France. C'est-à-dire quiconque né au Kyrgyzstan est citoyen kirghize, mais la nationalité est transmise par le père. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir des Russes ou des Coréens qui sont ici depuis plusieurs générations sans jamais avoir quitté le Kyrgyzstan. Alors, ils ont un passeport kirghize? Oui, je pense, Karina, par exemple, c'est tous des passeports kirghizes ou... Non, il y a des personnes, il y a des gens qui étaient passeports, par exemple russes, par exemple d'autres nationalités aussi, oui, D'accord. kazakh, etc. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des émeutes là, que vous avez signalées? Ah oui, parce que donc le Kyrgyzstan est une république laïque. Donc jusqu'en 2020, c'était Sooronbay Jeenbekov qui était le président. Mais donc le fils de Almazbek Atambayev, donc l'ancien président, a organisé des émeutes en octobre qui ont permis de renverser Jeenbekov et qui ont libéré de prison son père ainsi que l'ancien Premier ministre et d'autres hommes politiques. Donc il y a eu plusieurs émeutes pendant plusieurs jours, des bouleversements politiques. Et actuellement, le nouveau président, c'est Sadir Japarov qui a été Premier ministre par intérim pendant cette période troublée. Et maintenant, mais voilà, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre je suis en prison, je sors de prison, je reviens en prison. Par exemple, Atambayev qui a été libéré et retourné en prison. D'accord. Bon, en fait, c'est parce que c'est pour des raisons de corruption ou c'est pourquoi on les met autant en prison? Atambayev, il y avait corruption, plus il était accusé de meurtre. Mais vous savez, là-bas, être politicien, même l'ancien maire de Bishkek, c'est pareil, il a fini en prison. Enfin, il y en a beaucoup qu'on retrouve en prison. D'accord. D'accord. Et pourquoi vous avez mis vaccin avec point d'interrogation? Oui, mais alors ça, c'est arrivé il y a quelques jours, mais parce que, donc là, c'était pas vraiment des études, c'est plutôt en interrogeant quelques Kirghizes. Eux, ils n'avaient toujours pas de vaccin, et donc je leur ai demandé, à votre avis, les vaccins. Et donc, ils m'ont expliqué, par rapport aux émeutes qu'il y a eu en octobre, et que maintenant, il y a le nouveau président, il fallait le temps que le président choisisse un peu, répartisse les fauteuils avec les autres hommes politiciens. Et maintenant, il fallait décider s'il était ou pas, s'il aimait bien le président Vladimir Poutine. Mais l'info est tombée il y a 10 jours à peu près et ils vont avoir les vaccins du président Poutine. D'accord, donc c'est des vaccins russes qui vont avoir. D'accord, très bien. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches? Alors donc, comment vous avez trouvé ce groupe protestant? Parce que la première fois que je suis venue à Bishkek, j'ai enseigné le français à l'Université nationale et Karina était l'une de mes étudiantes. D'accord.
Et comme des premiers cours que j'avais donné, justement, on parlait de religion et c'est comme ça que j'ai appris que Karina était chrétienne. Et donc, lui avais demandé si je pouvais l'accompagner et en savoir un peu plus. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement tous ces groupes qu'il y a, puisqu'il y a quand même une très grande mosaïque au Kirghizistan? Oui. Donc là, on va principalement parler des Allemands, mais avant de passer à eux, c'est important justement de noter qu'il y a beaucoup de nationalités chrétiennes qui sont venues, même si il y a un nombre plus modeste. Donc là, par rapport les Arméniens, les Coréens, les Grecs, quelques Tatars. Mais ce qui est important de noter, c'est que grâce à eux, on a tout un panel de diverses confessions religieuses. Ça va de l'Église catholique au courant protestant. Donc, on a l'Église luthérienne, baptiste, adventiste du 7e jour, ménonite, pentecôtiste, presbytérienne, témoin de Jéhovah. Et c'est vraiment eux qui assurent à l'Asie centrale toute la diversité du christianisme. Et justement, j'étais revenue à cette question de citoyenneté et nationalité, on en reviendra plus tard. Mais il y a aussi quand même une idée comme quoi ils veulent les Kirghizes musulmans et les Occidentaux chrétiens. Alors, un petit mot peut-être pour expliquer pourquoi il y a des Coréens, parce que ça paraît toujours étrange. Et je vous ai dit, enfin, certains d'entre vous le savent, et puis Riyad suit les mêmes cours que moi, mais j'ai appris dans un cours justement sur l'histoire de la Corée récente qu'il y a énormément de Coréens qui ont été envoyés par Staline, en fait, en Asie centrale dans les années 30, parce que tout le long de la côte du Pacifique, donc au nord de la Corée complète, si on peut dire, et donc dans ce qui correspond à la Sibérie et même la pointe du Kamchatka, etc., il y avait beaucoup de communautés coréennes depuis des temps anciens, et Staline a eu peur que ces Coréens, comme la Corée était une colonie, enfin un territoire japonais depuis 1905 et surtout 1910, et il a eu peur que les Coréens, en fait, fomentent, si vous voulez, des attaques sur le sol soviétique pour soutenir les Japonais, que les Japonais, en fait, utilisent ces Coréens pour fomenter des attaques sur le sol donc soviétique. Et donc, il a fait partir tous ces Coréens de la côte, et il les a obligés à s'installer en fait dans d'autres républiques soviétiques. Et c'est pour ça, il y en a eu plus de 300 000 qui ont été envoyés au Kazakhstan, Kirghizistan, etc., Tadjikistan, et en général dans les fermes. Alors ça paraît très étrange, quand vous m'avez présenté ça, ça m'a rappelé ce phénomène qui est assez impressionnant. Et ce qui est intéressant aussi dans le cadre du christianisme, c'est que les Coréens, alors je ne sais pas ceux du Kirghizistan, mais les Coréens du Sud de nos jours sont particulièrement actifs au niveau des missions chrétiennes. C'est-à-dire que dans les anciennes républiques justement soviétiques ou dans toutes les anciens pays du bloc soviétique, donc l'Europe de l'Est, etc., la majorité des missionnaires se divisent en deux groupes, les Américains et les Coréens, ce qui est assez spectaculaire parce que c'est quand même un tout petit pays, la Corée. Voilà. Alors, je passe à la diapo suivante. Est-ce que vous pouvez donc nous faire une petite explication de l'arrivée de ces protestants? Donc, la majorité des confessions chrétiennes sont arrivées au Kirghizistan et plus généralement en Asie centrale durant le 19e siècle, lorsque la Russie a colonisé la région. Donc, ces chrétiens étaient représentés par des minorités européennes, donc des Allemands, des Polonais, des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens. Puis, au temps de l'URSS, ces chrétiens, comme les autres religions, ont subi des répressions de la part de ce nouveau régime athéiste. Ensuite, à partir des années 70, ces nationalités ont commencé à partir d'Asie centrale. Ces départs se sont intensifiés après 1985 avec la perestroïka, puis le démantèlement de l'URSS en 1991. Néanmoins, plusieurs millions de Russes ont décidé de rester dans la religion, d'autant que la perestroïka… Dans la région, vous voulez dire? Dans la région, oui, c'est ça. Dans la région Asie centrale, oui, parce que la perestroïka a offert une nouvelle liberté religieuse. C'est à ce moment-là que des milliers de mosquées et des centaines d'églises ont été construites ou restaurées. C'est vraiment à ce moment-là que la pratique religieuse est redevenue visible après plusieurs décennies. Et alors justement, et les Allemands eux-mêmes, parce que ils sont venus à quelle époque exactement? Eux, ils sont venus justement, c'est particulier, ils sont venus avec
sous l'impulsion de Catherine II, donc au XVIIIe siècle, parce que à sa demande, donc elle a fait venir des colons allemands dans l'Empire russe qui était en pleine expansion. Donc pendant plusieurs générations, ils ont vécu en Ukraine et sur la Volga jusqu'à ce que Hitler envahisse l'Union soviétique en 1941. Et c'est à ce moment-là que Staline, qui craignait un retournement de situation, a déporté des centaines de milliers d'Allemands avec d'autres minorités ethniques en Sibérie et en Asie centrale. Et donc c'est là-bas que les Allemands ont souvent établi des communautés très unies, telles que Rotfrot au Kirghizistan. Donc là, vous voyez la photo qui signifie front rouge en allemand. Oui, ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est la même politique de regroupement dans cette zone que Staline a eu pour les Coréens, par exemple, de ramener tout le monde là, parce que c'est vrai qu'ils sont tellement éloignés ensuite de la mer et des autres pays qu'il a dû considérer qu'il pourrait les surveiller. Très bien. Alors, de nos jours, vous dites qu'il y a, enfin en 99, il y avait à peu près encore 21 000 Allemands, c'est ça au Kirghizistan? Oui, c'est ça qui ont été recensés. D'accord. Et de nos jours, enfin 20 ans après? J'ai pas trouvé les chiffres, mais à mon avis, ils sont moins, vraiment moins. D'accord. Alors maintenant, le groupe que vous avez, pardon, je reviens en arrière. Non, c'est bon. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du groupe, hein, la paix de Dieu? Karina, elle va. Alors, Karina, hein, maintenant c'est à Karina. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe? Alors peut-être, pardon, non, peut-être qu'il faudrait expliciter là, Anna d'abord, le Concile Vatican II, tout ça, là, cette diapo avant qu'on passe au groupe de Karina. Oui. Ça, Karina, comme celle qui avait beaucoup expliqué, elle va. D'accord. Je dois présenter moi ou vraiment. Je m'appelle Karine et je travaille maintenant à la PepsiCo. Je vous ai présenté tout à l'heure. Je vous ai présenté, Karine. Oui. Alors, allez-y directement. Oui, l'histoire par le membre de la communauté. Les premiers colons évangéliques au Kyrgyzstan étaient les Allemagnes mennonites. C'est une famille ménonite sous les directions d'Abraham Yakovlevich Putter avec l'autorisation du gouvernement. Le 1er août 1880 ont quitté le sud d'Ukraine en direction de Tashkent. Ils se sont ensuite installés sur des terres vacantes dans la ville de Talas, Kyrgyzstan. Le 4e avril 1882, le premier village allemand de Nikopol, c'est Linpol maintenant, a été formé à la communauté mennonite a été fondée. Et 1907 est considéré comme la date de la naissance du mouvement évangélique baptiste dans la capitale au Kyrgyzstan, Bishkek. Et en effet, il y a une vague d'arrivée d'Allemagne au Kyrgyzstan entre la fin de 19e et la première moitié du 20e siècle, lorsque le protestant était principalement une religion mononationale et remplissait entre autres la fonction de préservation du patrimoine culturel du peuple allemand. Et cette étape est associée au début du mouvement œcuménique et dans le monde. Et avec le pape jeune, 23, oui, au Concile de Vatican II, la doctrine de la primitif et des catholiques et des protestants fut proclamée. Et tous ces processus se reflètent dans la République kirghize. Par rapport au protestantisme, c'est ça d'autres mononational, et bien que le pourcentage d'adhérents d'Allemagne restait toujours dominant. Leur religion perdait déjà de son importance en tant que gardienne de la culture nationale. Et l'expansion du territoire de la diffusion du protestantisme avait entraîné un changement des pratiques religieuses. Le confession devenait de plus en plus flexible, excusez-moi, par rapport aux structures étatiques.
Et à leur tour, les objectifs des adeptes changeaient. Dans les années en 1970, en plus de mouvements religieux, le mouvement protestant acquis une connotation idéologique et politique. L'un des principaux objectifs des croyants était de voyageurs à l'étranger, principalement en Allemagne. Au Kyrgyzstan, il est impossible de ne pas reconnaître les mérites de missionnaires occidentaux, par exemple. Et cette situation avait obligé l'État à resserrer le contrôle sur le protestant en Allemagne. Et dans les années 1980, il y a une exode massive des Allemagnes vers l'Allemagne et la population kirghize s'installe dans le territoire libéré par les Allemands. Et ensuite, quand l'URSS implose en 1991, beaucoup de missionnaires américains et coréens viennent combler de manque de spiritualité imposée par l'URSS approuvant. D'accord. Bon, alors ouais. peut-être un petit mot pour, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui savent qui sont les Ménonites, hein. Mais un petit mot pour ceux qui ne sauraient pas trop. Les Ménonites, ce sont des protestants qui émergent directement après l'arrivée de Luther et Calvin et qui refusent le baptême des enfants. Alors, vous connaissez leurs cousins, les Amish, vous avez d'abord les suiveurs de Ménon, qui s'appellent les Ménonites. Puis, comme le principe, c'est de ne jamais rester dans un groupe si on a quelque chose à lui reprocher, on refonde un autre groupe, on part, c'est la culture du banc, on est mis au banc ou on se met au banc et on en fonde un autre. Et donc, à partir des Ménonites, vous allez avoir les Amish et vous allez avoir des Luthérites, etc., etc. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que les Ménonites sont réputés pour être d'excellents agriculteurs. Et donc, ils ont été choyés justement, comme vient de le dire Karina et avant Anna, par Catherine II, qui, quand elle a ouvert les terres à la colonisation, en tout cas, il fallait mettre les terres en bonne culture, notamment l'Ukraine, etc., elle a privilégié quasiment, enfin, disons qu'ils se sont portés candidats, on les a choisis en priorité, les Ménonites. Et la même chose se passera au 19e au Canada. Mais on les retrouve aussi au Mexique, on les retrouve aussi en Amérique latine. Voilà. Donc les Ménonites, c'est vraiment des gens qui baptisent adultes et c'est pour ça qu'ils sont proches, comme l'a dit Karina, des baptistes. Hein. Les baptistes sont, enfin, si vous voulez, des branches frères hein, ou sœurs plutôt. Voilà. Alors, je passe à la suivante. Alors, maintenant, je ne sais pas si c'est Anna ou Karina qui va nous présenter cette historique. Oui, je vais faire. Oui, donc en effet, le 31 août 1991, le Kyrgyzstan obtient son indépendance. À ce moment-là, le président, qui est Askar Akayev, a pour but sur la scène internationale d'effacer sa réputation d'apparatchik soviétique. Et cela se fait premièrement en renvoyant une image nouvelle de la religion. La Constitution a aboli l'athéisme d'État et a spécifié la séparation de l'État et de la religion. Donc, selon la loi, bien que le pays soit majoritairement constitué de musulmans, cela ne fait pas de l'islam la religion officielle. Ensuite, donc, au début des années 2000, les minorités chrétiennes tentaient de survivre en ayant recours au prosélytisme. Ainsi, les églises protestantes sont celles qui ont réussi à convertir le plus d'adeptes parmi les populations de tradition musulmane, qu'elles soient pratiquantes ou non. De fait, certains groupes de fidèles pouvaient être composés majoritairement non plus d'Européens, mais de Kirghizes. Mais aujourd'hui, on est 20 ans plus tard et il est vraiment compliqué de faire venir des missionnaires chrétiens parce que le Kirghizistan, il voit actuellement une montée d'un islam radical dû aux influences de la Turquie et de l'Arabie saoudite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement l'enregistrement obligatoire là, des communautés religieuses? Oui, justement. Donc, en fait, ça a démarré à cause justement de ce prosélytisme qui n'était pas du tout apprécié de la hiérarchie musulmane des directions spirituelles, mais aussi de l'Église orthodoxe, parce que celle-ci, elle considérait qu'elle était la principale victime des mouvements protestants pour avoir attiré un grand nombre de ses fidèles. Et donc, ces deux confessions religieuses, musulmanes et orthodoxes, elles tiennent au principe de la séparation des nationalités, donc les Kirghizes musulmans, les occidentaux chrétiens. Et de l'autre côté, on a les oulémas, donc les théologiens musulmans.
Ils étaient également mécontents de constater une multiplication de cas de reniement de l'islam. Donc tous ont pris la décision de faire pression sur les autorités politiques afin d'obtenir un encadrement plus strict de la liberté religieuse, voire d'expulser des mouvements considérés comme étrangers. Et donc c'est comme ça qu'en 1996, le président kirghize Askar Akayev a signé un décret qui rend l'enregistrement des communautés religieuses obligatoire. Cette mesure, elle a été justifiée comme une simple manière de recensement des mouvements religieux sur le territoire. À ce moment-là, pour l'État, il ne s'agissait en aucun cas d'objectifs répressifs ou bien du souhait du maintien du cadre soviétique. D'accord. En fait, chez nous, c'est pareil. Hein, les groupes religieux, ils ont plusieurs statuts. Hein, soit ils se déclarent loi 1905 et ça peut être des groupes culturels ou des groupes cultuels, mais c'est quasiment obligatoire. Hein, vous ne pouvez pas trop promouvoir une religion sur la place publique en France si vous êtes totalement incognito. Hein. Et alors, est-ce qu'il faut payer? Parce que j'ai cru comprendre que l'enregistrement était payant maintenant. Ça, je ne sais pas, Karina, il faut payer? Quel pays? Oui, payer pour s'enregistrer, non, il n'y a pas une espèce d'impôt? Non, bon, j'ai lu ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc, c'est bon, on a fini là, donc je passe à la suivante. Alors, c'est à qui maintenant? Non, c'est pas payé. Non, non. Okay, c'est gratuit, oui. C'est qui? C'est Anna, Karina? Oui, c'est moi. D'accord. Oui, donc en effet, donc malgré quelques petites entraves, le Kirghizistan, il reste un pays d'Asie centrale composé d'une grande diversité de mouvements chrétiens et que bien que subissant quelques pressions, les conditions, elles sont bonnes. Par exemple, en dépit de la loi, beaucoup de mouvements religieux exercent leur activité sans s'être enregistrés. Ce qu'on demande à ces communautés, c'est qu'elles ne soient pas dans la provocation ou dans un prosélytisme trop accentué. Donc, justement, c'est important de noter que dans les années 90 et début 2000, il ne s'agissait pas de répression à l'encontre des chrétiens parce que l'orthodoxie, elle a sa place et sa légitimité puisque ce sont les Russes. Et en plus, cette religion, tout comme les autres minorités chrétiennes, elles ne sont pas politisées. C'est pourquoi les répressions les plus violentes étaient à l'égard des musulmans. L'objectif pour le chef de l'État, c'était vraiment d'asseoir sa légitimité et il ne voulait pas être concurrencé ou être menacé par l'islam. Par contre, oui, pardon, vous voulez dire un truc? Non, oui, parce que je vois alors les mouvances musulmanes, soit d'influence saoudienne, donc salafiste, hein, soit turque, mais turque, c'est par le biais des lycées Gülen. Or, Gülen, c'est évidemment l'ennemi de Erdogan, hein, puisqu'on l'appelle quasiment un jésuite, puisqu'en fait, sa manière d'évangéliser les pays, c'est d'implanter des écoles. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus ou pas? Oui. Oui, en fait, donc il y a eu des lycées Gülen un peu partout en Asie centrale et tous ces pays ont fermé les lycées à l'excepté du Kirghizistan parce que disons que ce que m'ont rapporté, on va dire, des Kirghizes, des professeurs kirghizes ou autres, c'est que quand les familles ne savent plus quoi faire de leurs fils, notamment si ça devient trop compliqué à la maison, ils les envoient dans les lycées Gülen parce que si on met de côté l'enseignement de la religion, ce sont des lycées qui sont excellents. Et donc, ce qui se passe pour les meilleurs élèves, c'est qu'ils sont envoyés quelques mois en Turquie et après, on les fait revenir au Kirghizistan pour prôner et même faire du prosélytisme pour un islam, mais un islam un peu plus radical. D'accord. Et la révolution des tulipes? Oui, alors justement, donc c'est à ce moment-là où le président Askar Akayev, qui était président depuis l'indépendance, qui est renversé. Un nouveau gouvernement est mis en place après des élections présidentielles du 10 juillet 2005. Et il s'agit d'une période qui est troublée. Et la question à ce moment-là était de savoir est-ce que le pays restait tolérant et ouvert et donc si les candidats seraient enclins aux réformes. Et donc, comme on l'a dit juste avant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Kyrgyzstan, il reste vraiment un petit pays enclavé avec le Kazakhstan, la Turquie, les Émirats, la Russie et la Chine qui font sa politique. C'est pourquoi c'est depuis ces années-là que davantage d'écoles se construisent. Davantage de mosquées que d'écoles se construisent. Par exemple, en 2004, 1611 mosquées ont été enregistrées auprès de la Commission d'État sur les affaires religieuses au Kirghizistan, alors qu'en 2001, il y en avait 101
120. Et c'est aussi à ce moment-là que l'orthodoxie, elle a diminué de 2,5% par an. Mais par contre, les protestants évangéliques sont passés d'une poignée en 1990 à plus de 10 000 et 249 églises ont été enregistrées en 2004. Il faut aussi savoir que l'église, elle se développe plus rapidement dans le nord parmi les Russes, donc là où on a Bichkek et les alentours. Je montre. Mm-hmm. Oui, d'accord. Voilà, alors que par contre, les nouveaux chrétiens du Sud, eux, risquent d'être plutôt rejetés par les communautés musulmanes. Et justement, le climat d'instabilité qui a été provoqué par la révolution des tulipes a provoqué une grande ouverture chez les non-chrétiens qui, eux, avaient peur d'une instabilité, de l'instabilité et de l'avenir. Et donc, c'est une grande opportunité pour les chrétiens, notamment pour les protestants qui, eux, affirmaient aux Kirghizes nous n'avons pas peur de l'avenir, rejoignez-nous, vous serez en sécurité. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont fait des adeptes. D'accord. Et justement, si on revient sur la carte, là, on a oublié d'en parler, mais évidemment, le Kirghizistan jouxte la Chine, mais ça, c'est le Xinjiang. C'est là qu'il y a tous les musulmans, avec tous les problèmes qu'on sait actuellement. Alors, est-ce qu'il y a des passages d'Ouïghours? Est-ce qu'il y a des échanges beaucoup avec les Ouïghours qui éventuellement s'échapperaient de camps et iraient au Kirghizistan? Moi, j'ai pas entendu de Ouïghours qui ont réussi à s'échapper. Je sais pas si toi, Karina, tu as eu des informations. Oui, il y a beaucoup de Ouïghours dans cette région aussi. Oui, puisque avec le chinois, il y a une oche. Dans l'oche, il y a beaucoup de l'ouzbek et de l'ouïghour aussi. D'accord. Il y en a beaucoup. Oui. Oui, d'accord. Ça, c'est intéressant aussi. Alors maintenant, on va passer, on quitte le général et on passe à l'étude de terrain. Alors, maintenant, il faut que vous nous parliez. C'est Karina, c'est Anna qui nous parle du groupe étudié. Oui. Allez. Ça, c'est votre terrain, c'est ce que vous avez fait pour votre mémoire, là, oui. Oui. Donc, alors, au début, selon le comité des statistiques kirghizes, il y a donc 100 000 protestants au Kirghizistan, soit 1,8% de la population. Néanmoins, là, il s'agit de toutes les branches du protestantisme et pas seulement donc, du groupe que j'ai étudié. Mais voilà, tout ce que j'avais compris à ce moment-là, c'était que s'il y a autant de protestants au Kirghizistan, c'est parce que, contrairement à ses pays voisins, notamment l'Ouzbékistan et le Turkménistan, le Kyrgyzstan offre beaucoup plus de liberté religieuse. Donc, ma première tâche a été de comprendre à quelle branche appartient ce groupe, qui est composé donc maintenant, alors à l'heure actuelle 100 personnes, mais il y a 2 ans, ils étaient 60-70. Et il s'avère qu'en fait, ces membres ne se reconnaissent pas dans un quelconque groupe. La réponse s'arrête simplement à notre église s'appelle Paix de Dieu et voilà, ils sont protestants, mais voilà. Justement parce qu'ils pensent que ce n'est pas juste de diviser les chrétiens. Ils considèrent ne faire que croire à un Dieu vivant. Ils ne se pensent donc pas comme une communauté religieuse. Ils se voient simplement comme des enfants de Dieu avec une vraie communication avec lui comme le Père. Donc ces membres, pour les caractériser, ils sont issus en général de la classe moyenne. Tous les âges sont représentés. Ça va donc des enfants bébés dès 3 ans, avec les adultes, les étudiants, des personnes âgées de 70 ans. Par rapport à la zone géographique, par exemple, la famille de Karina et quelques autres membres de la communauté vivent proche de l'église, mais l'église est un peu excentrée du centre-ville. Et donc, la zone est assez étendue. Les fidèles, ils viennent d'un peu partout de la ville et un peu au-delà et ils viennent régulièrement tous les dimanches. C'est grand comment, Bichkek? Il y a 1 million d'habitants. D'accord, oui, donc c'est quand même assez gros, oui. D'accord. Ouais. Mais oui. Après, les mariages, ils se font donc principalement entre protestants. Après, il arrive qu'une fille protestante puisse, par exemple, épouser un baptiste. C'est les protestants aussi, les baptistes. Ça, mais en fait, ils font vraiment une différence entre les baptistes et eux. Justement, mais bon, dans tous les cas, voilà, ils préfèrent se marier entre chrétiens.
Oui, mais les baptistes, ils sont chrétiens. Attention, là. J'y Vous en avez qui nous écoutent, ils ne vont pas être contents si vous dites qu'ils ne sont pas chrétiens. Non, non, j'y viens. En fait, les baptistes, oui, ils sont chrétiens et ils sont protestants, mais ils font une différence parce que, à cause des règles de vie notamment, ils les trouvent plus pratiquants et plus religieux et moins ouverts. C'est-à-dire que, par exemple, dans le groupe de Paix de Dieu, ils ont des chants religieux, et ils ont un groupe de musique, etc. Et les baptistes, ils ne reconnaissent pas leur musique, ils la jugent trop bruyante, ils ne la comprennent pas. Idem pour la tenue vestimentaire, c'est-à-dire là-bas, les femmes, elles ne peuvent pas, enfin chez les baptistes, elles ne peuvent pas porter de t-shirt ou de jean. Et les femmes doivent porter un voile pour se couvrir la tête. Mais alors, est-ce que ce sont des baptistes ou des ménonites? Bah, eux, je crois, ils se considèrent comme baptistes. Moi, parce que les ménonites, ils s'habillent un petit peu comme enfin, pas tout à fait comme les Amish, mais presque, hein, avec des petits chapeaux de dentelle et tout ce genre de trucs. Ouais, d'accord. Non, c'est intéressant, oui. D'accord. Voilà, et ça, c'est vraiment une différence parce qu'à Mirbogi, on peut s'habiller comme eux, c'est juste, il faut être décent et par exemple ne pas porter un short trop court ou un t-shirt extravagant, mais ça s'arrête là, les règles. D'accord. Alors, accouchement à l'hôpital, je vois que vous dites. Oui, c'est ça. Je m'étais interrogée sur les enterrements et les accouchements, mais c'est très classique. Accouchement à l'hôpital, cimetière commun, il n'y a pas un endroit spécifique. D'accord. Ce sont des cimetières municipaux, je suppose, hein? Oui. Sans doute, hein, oui, c'est ça. Alors, maintenant la mission. Oui, Karina. Oui, c'est moi. Notre principale mission est de porter l'évangile de Jésus-Christ. Et notre but est d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible parce que Jésus aime tout le monde et veut que tout soit sauvé. Et ainsi, pour le moment, tout le monde a l'occasion de se repentir et de commencer à suivre Jésus pour nous. Et le Seigneur a donné à chacun un choix. Il ne force ou ne contraint personne, mais la vérité, c'est lui et la vie éternelle. Et puisque je pense que je sais que Dieu veut que chacun soit sauvé et se repentisse de ses péchés, car nous péchons tous. Et nous réalisons donc un travail des missionnaires. C'est une tâche évidente puisque parler de Christ est notre mission. Mais on ne force pas. Comment vous procédez alors? Comment accomplissez-vous votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Oui, on parle simplement de Christ et le personnel et même a le droit de choisir d'être avec le Christ ou non. Nous disposons d'un groupe spécial de ministres qui vont dans les orphelins, par exemple, les prisons. D'accord, oui. Oui, dans des villages. Pardon, ils peuvent aller dans les orphelinats et puis comme ça prêcher ou il faut une autorisation? Non, nous allons expliquer ces valeurs. Par exemple, nourrir ceux qui ont faim, habiller les pauvres, etc. Et afin de rester en communication, on a créé un groupe WhatsApp et nous parlons sur Telegram et on préférait amener les gens à notre foi par les actes pour qu'ils puissent ainsi constater que les bonnes choses arrivent grâce à Jésus. Et alors, si je peux, avant qu'on passe à la diapo suivante, est-ce que je peux vous demander, vous-même, Karina, vous êtes née dans ce groupe? Vos parents étaient protestants? Ou vous vous êtes convertie? Non, oui, je suis née dans la famille protestante, mais dans ma famille, ma mère est croyante, mais mon père est croyant dans le Dieu, mais pas chrétien. Oui. D'accord, donc il est croyant, il a une forme de spiritualité, mais qui n'est pas
Oui, précisément il, chrétienne, d'accord. oui, il ne veut c'est que le Christ était, par exemple, oui. D'accord. Et Et alors, il vous est, êtes d'une origine, je vous avais demandé l'autre jour quand on s'est parlé, vous avez des origines russes, kirghizes, vos origines, chinoise et bélarusse. voilà, chinoises et bélarusses, d'accord. Ah oui. Donc, vous avez un bon mélange, d'accord. Et alors, et je voulais vous demander aussi, quand est-ce qu'il est né, votre groupe? Alors, je crois que vous n'arrivez pas à trouver la date. Ce groupe Paix de Dieu, il date de quand? Euh, hmm, je, Vous n'avez pas? je ne trouve pas cette D'accord, c'est pas grave. information, mais oui, mais c'était plus long. D'accord, Oui. c'est assez ancien. Et alors, quand vous me dites je suis une lévite, ça veut dire quoi pour vous? Parce que vous m'avez dit je suis un enfant ministre, donc vous voulez dire que vous êtes missionnaire dans l'Église et aussi lévite. C'est un Ah groupe oui, d'adoration, vous expliquez? oui, j'explique. Nous chantons glorifier le Seigneur et nous sommes des Lévites. Les Lévites, c'est de Bible. Les personnes, c'est euh, qui est glorifier le Seigneur et par chanson, par les gloires, nous chantons pour Dieu. Oui. D'accord, d'accord. Et alors ensuite, est-ce que vous avez dans les personnes que vous contactez pour votre mission, je pense, hein, on en a parlé un petit peu, mais il y a pas mal de musulmans qui vous rejoignent. Ah oui, bien sûr. Il y a beaucoup de musulmans qui est prendre le Jésus-Christ, qui est croyant maintenant, et il y a beaucoup de personnes qui étaient athéistes, etc. Et le spirit euh, touche cette personne et cette personne apprendre, comprendre que le Dieu et le Jésus-Christ, c'est la vérité. D'accord. Oui. Alors, maintenant, on passe à la suivante. Est-ce qu'il y a des pressions? Est-ce que tout ce, même s'il y a une grande tolérance visiblement dans le pays, est-ce qu'il y a quand même des petits problèmes, des pressions que vous ressentez? Euh, bah, on peut dire que oui, il y en a. Parfois, les croyants vont être insultés ou ils vont être, on va dire que ce sont des sectes. Euh, Après, il y a aussi parfois des petits problèmes de cohabitation. Par exemple, on va dire que dans la vie de tous les jours, bah, des gens, ils peuvent, je sais pas, fumer, dire des obscénités, boire beaucoup, ce genre de choses. Et les protestants, enfin les pays de Dieu, ils vont essayer d'éviter et d'avoir de ce genre de comportement. Et donc, la population générale peut leur dire ah, vous êtes trop parfait, ce n'est pas bien de faire comme ça, vous n'êtes pas intégré, etc. Et donc, parfois, il y a des petites choses comme ça. Mais après, justement, Karina, elle avait beaucoup insisté sur le fait bah, à aucun moment il est interdit de lire la Bible ou d'assister à l'église ou de parler donc du Dieu. Et donc justement, Karina avait bien rappelé que c'est un pays laïque et elle avait relevé donc 4 libertés, Karina. Oui, liberté de religion et de croyance, liberté de pratiquer ce religion en privé ou en public, liberté de choisir son type de pratique et liberté de partager ses croyances dans le privé ou en communauté. Évangélisation. Évangélique, d'accord, évangélisation. Ouais. Mais après, Oui. j'ai vu, tout n'est pas si rose. Oui, notamment parce que l'année où j'ai rédigé ce mini-mémoire, il y a un article qui est apparu donc en 2018 où l'église baptiste de Kajisei elle a été incendiée par des extrémistes musulmans à l'aide de pétrole et de cocktails Molotov. Et c'était donc, selon l'article, en représailles à des campagnes de sensibilisation au christianisme.
Et l'article a aussi parlé du fait que certains extrémistes sont allés jusqu'à déterrer les corps des chrétiens convertis d'origine musulmane qui avaient été enterrés dans des cimetières musulmans, ou du moins des cimetières avec des croyants de l'islam. Et donc, il donnait l'exemple d'une femme chrétienne qui avait été réenterrée 3 fois. D'accord. Alors, je partage l'écran. Autre chose, je vous mets un extrait du livre de mon ami qui montre des photos. Donc, je vous l'avais envoyé le livre, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder, Karina, mais qui montre des photos de bâtiments religieux à Bichkek, notamment la nouvelle mosquée, la vieille mosquée, et puis des églises orthodoxes tout à fait fabuleuses, hein, qui sont magnifiques. Hein. On se croirait en Russie. Et justement, dans le texte que j'ai surligné en jaune, il explique en fait des choses dont vous parlez un petit peu. Alors, il y a plusieurs cas, mais là, c'est juste en dessous des photos dont je vous montre ça. C'est qu'on a voulu attaquer, hein, il y a des musulmans visiblement qui ont attaqué le pasteur de l'église protestante en mettant maison à vendre sur son église. La police a refusé d'intercéder. Et il a dit ensuite à des journalistes, donc Sarigulov, que les gens de la mosquée étaient déjà venus lui dire qu'en fait, ils allaient le tuer s'il ne quittait pas le village. Hein. Voilà, donc comme vous dites, tout n'est pas toujours rose. Alors, est-ce que vous voyez ici, il y a eu aussi un problème et là, voilà des églises protestantes. Alors moi, je dois dire que je suis tout le temps très sensible à la beauté des bâtiments religieux et je dois dire que je trouve les mosquées et les églises orthodoxes, je suis désolée pour Karina, mais je trouve plus belles que les églises protestantes. Ah ben, il y a même une église catholique, là, c'est une église catholique. Après, c'est les témoins de Jéhovah. Alors, les témoins de Jéhovah, évidemment, eux, ils n'ont surtout pas de vraies églises. Hein. Mais là, c'est les luthériens. Et après, c'est Shiva, c'est la synagogue. Hein, voilà. Enfin, c'est moins beau, hein, les groupes, là, c'est moins beau. Alors, j'arrête de partager ça. Je reviens à partage d'écran et au... voilà. Mais je voudrais te dire, vous ne pouvez pas juger par le peuple de Dieu, puisque la religion et la foi ne font pas Oui. sont la même chose. Puisque quand tu es croix, tu ne veux pas faire quelque mal pour des autres personnes. Tu veux faire les bonnes choses. Tu veux donner ton amour pour les personnes et faire quelque chose de bon. Mais quand quelqu'un chrétien fait quelque mal, faire des attaques, etc., c'est la religion, je pense. Puisque sous les musulmans, il y a beaucoup de personnes qui aussi traiter ou attaquer d'autres personnes et c'est les musulmans, oui, aussi. Et il y a des musulmans qui aussi faire l'amour ou faire quelques bonnes choses. Et nous ne devons pas juger par personne. Nous ne devons pas regarder dans la personne, cette personne est chrétienne, mais il est faire quelque mal. Non, je ne sais pas, c'est Dieu. Mais non, nous devons regarder dans le Dieu et c'est tout. Puisque toutes les personnes sont pécheurs. Merci. Oui, alors il y a aussi Anna, vous aviez pas une petite histoire qui s'est déroulée dans un taxi parce que quand on a discuté, vous m'avez dit mais je raconterai une histoire. Oui, enfin, c'est une petite anecdote, mais oui, la deuxième fois où je suis venue à Bichkek, donc j'habitais c'est comme auberge de jeunesse parce que là-bas, ça n'existe pas les résidences étudiantes. Et donc, c'est un chauffeur de taxi qui m'a ramenée, et donc nous discutions sur le chemin. Et on avait parlé de religion, il m'a demandé ma foi parce que lui, il est baptiste.
Et comme je ne le suis pas, il a été très gentil avec moi et il me disait « Ah, mais tu sais, notre église, elle est super, il y a même des traductions en français et en anglais. Si tu veux, je peux venir te chercher tous les dimanches et je t'amène gratuitement à l'église avec moi. » Et sauf que quand il en est arrivé et qu'il s'est garé, il y a un autre étudiant qui m'a reconnu et qui m'attendait. Et donc, à ce moment-là, il a vraiment renoncé à mon numéro de téléphone et il est parti de suite, justement, parce que missionnaire, prosélyte, c'est pas très. D'accord, mais il voulait pas vraiment vous convertir, il voulait vous draguer, c'est ça? Je pense pas quand même. D'accord. Alors, je passe à la suivante. Alors ça, c'est qui c'est qui en parle? C'est vous, Anna? C'est Karina? Moi, Oui. oui. Le terme de temple de Dieu, c'est-à-dire que souviens-toi du jour. C'est le Bible, Exodus 20.9. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que nous devons toujours demeurer avec Dieu, mais nous devons honorer le 7e jour, c'est qui signifie que nous ne devons pas vaquer à notre occupation, par exemple, travailler, par exemple, mais en ce jour, venir à l'église et glorifier notre Dieu et servir les autres personnes qui ont besoin de notre aide. Par exemple, aider un grand-mère âgée à nettoyer, par exemple, ou aller bénir les enfants des orphelins, etc. D'accord. Oui, en fait, c'était une comparaison que Karina a expliquée parce que moi j'étais intriguée par le terme de temple de Dieu parce que donc quand donc j'étais venue à l'église et que j'avais essayé de comprendre, donc c'était avant de parler de l'église ou de paix de Dieu, c'était vraiment temple de Dieu. Et donc c'est pourquoi j'avais essayé de comprendre, mais aussi il y a autre chose à connaître là sur cette église. En fait, Je la montre, c'est elle là. Hein. oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette communauté, ils n'ont pas leur propre église. En fait, ils sont 4 communautés religieuses à se partager cette église et à louer des plages horaires. Il y a 3 communautés protestantes, donc 2 autres en plus de celle de Karina, et 4e communauté protestante qui là sont les baptistes. Et justement, par contre, il a noté que cette église, elle a été enregistrée auprès de l'État et donc la communauté est totalement légale au Kirghizistan. D'accord. Donc en plus de ces 4 communautés qui se partagent l'église, il y en a une deuxième dans le centre de la capitale qui s'appelle l'église de Jésus-Christ et il y a aussi une église protestante coréenne. Après, je ne pourrais pas dire combien il y en a en tout dans le pays parce que l'information était un peu difficile à trouver. Les Kirghizes eux-mêmes, ils ne savaient pas trop. Alors qu'en comparaison, on sait qu'il y a 3 églises orthodoxes à Bishkek et 12 dans l'ensemble du pays. D'accord. Mais c'est-à-dire que quand même, les protestants, bon, ils représentent quand même une infime partie de la population, vous avez dit, hein, 1,8%. Hein, donc, c'est quand même pas beaucoup, effectivement. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous commenter là, ces images? On voit Karina. Oui, alors c'est parce que donc c'était lorsque j'ai assisté à l'office religieux, c'était le 11 novembre 2018, donc ça a lieu tous les dimanches de 13h à 14h30. Et donc là, c'était juste avant que la célébration commence. Donc on voit au milieu de l'image Karina devant qui est avec les autres musiciens, ils sont en train de se préparer. Et donc justement, c'est eux qui ont ouvert la célébration. Ils avaient chanté 5 chants religieux différents. C'était vraiment comme une église protestante. C'était très joyeux. Tout le monde chantait, avait les bras en l'air. C'était plutôt sympa. Ensuite, après les 5 chants, il y avait donc le pasteur Zoya Kroleva qui a donné son serment. Donc elle, justement, on parlait des vêtements par rapport au baptême, par exemple. Zoya, elle était arrivée, elle avait un haut, une jupe mi-longue, des bottes. Enfin, c'était simple, mais en même temps, voilà. Et elle a fait aussi un serment assez passionné avec des tons de voix qui changeaient. Et elle essayait d'être vraiment proche des fidèles en disant
vous comprenez, vous savez. Elle était très pédagogue. Et pareil, elle reconnaissait aussi que ça pouvait être difficile de comprendre la Bible. Et donc, elle recommandait des talk shows et des émissions de radio, par exemple. Mais alors, dans quelle langue? Le jour où je suis venue, c'était en russe. Mais il me semble qu'Arina t'a expliqué que des fois, c'était en kirghize. Oui. Et oui, parce que s'ils parlent que russe, ça s'adresse du coup soit à des personnes âgées, soit à des Russes. Mais si on veut faire une véritable évangélisation, il faut parler en kirghize. En fait, dans la capitale, tout le monde parle très bien russe et souvent les Kirghizes, ils parlent mieux russe et pas trop kirghize. Et par contre, c'est l'inverse pour le reste du pays où souvent ils parlent mieux kirghize et un peu moins bien russe. Oui, bien sûr. Si nous avons des personnes qui ne comprenaient pas le kirghize, il y a des traducteurs, oui, qui pourraient faire ça. Mais il n'y avait pas de questions. Oui, mais alors ceux qui Oui. parlent russe, c'est soit les personnes qui ont connu la période soviétique, soit des gens qui sont éduqués et qui apprennent le russe à l'école. Le russe est obligatoire. C'est obligatoire comme Oui. langue? D'accord, d'accord. Et quelle est l'autre langue ensuite? Kirghize, anglais. Non, mais comme langue étrangère après le russe. Anglais. L'anglais, d'accord. Okay. Alors maintenant, c'est encore à vous, Karina. Hein? Vous allez nous parler de ce que vous faites là. Oui, c'est moi. C'est l'activité proposée. Nous attirons les jeunes, le jeunesse en voyageant. Nous allons dans la montagne et étudions le Bible. Parlons de sujets passionnants pour les jeunesses. Nous organisons également diverses conférences. Par exemple, dans le slide vente, il y a des images quand nous avons dans la conférence et ils sont divisés par les âges. Oui, vente. Oui, ils sont divisés par l'âge et nous y enseignons à nos jeunesses enfants. C'est peut-être celle-là, pardon. C'est celle-là, vous voulez dire, c'est celle-là? Non? Non. Oh, oui, excusez-moi, c'est 21. Excusez-moi. Ah, voilà, c'est ça, c'est celle-là. D'accord. Oui, mais dans cette image, nous avons des conférences. C'est de différents jours. Par exemple, dans la première image, c'est le jour c'est la conférence pour des jeunesses qui est 12 de 15 âges et nous étudions le Bible et aussi notre ministre Tatiana, nous étudions comment nous devons faire le gâteau ou faire le déjeuner, par exemple. Et dans les images deuxième, c'est la conférence pour mon âge, pour nous. Et là, c'est celle-là, vous voulez dire? Non? Celle-là? c'est ça aussi. Oui, je dis. D'accord. Non, maintenant je dis. Et oui, dans le 20e slide. 20e, ok. Oui, s'il vous plaît. Oui, il se trouve que Anna est venue pour Pâques et je l'ai invitée à nos vacances et nous chantons glorifier le Seigneur. Nous sommes des Lévites. J'ai dit, c'est les images au milieu. Oui, et nous mettons également en scène diverses scènes thématiques. Par exemple Pâques, oui. Sur cette photo, nous mettons une scène de la crucifixion du Christ dans les images première et troisième, oui. C'est notre jeunesse qui faire et moi, je étais producteur, oui. Et là, est-ce que vous pouvez nous commenter là, au moins pour expliquer la beauté de votre pays, parce que c'est magnifique. Oui, c'est le Colter. C'est le lac aussi, mais le petit lac. C'est pas une
en effet, cette couleur de cette lac hum, euh, est, turquoise. D'accord. Oui, Émeraude, là, moi je le verrais oui, émeraude, mais bon, d'accord, c'est oui, magnifique, oui, oui. oui. Très bien. Mm. Alors là, comme ça, très bien. Oui, Alors, c'est le jour différent. d'accord. Oui, Et oui. c'est là que vous partez avec des jeunes et vous faites des camps et vous couchez dans des tentes, c'est ça? Vous Oui, couchez la aussi, campagne. mais il y a des tracks pour une jour, par exemple. D'accord. Oui. Très bien. Alors, est-ce que Anna et Karina, on passe à la conclusion? Mhm. Euh, alors, la première chose que j'avais constatée, c'était que, bon, c'était un peu difficile de comprendre la place d'un tel groupe religieux minoritaire en plein cœur d'Asie centrale. Il fallait vraiment, enfin, c'est très important de comprendre vraiment l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, et afin de comprendre comment les minorités chrétiennes sont arrivées au Kyrgyzstan, ou plus généralement en Asie centrale. Et ensuite, c'était intéressant de justement d'essayer de comprendre quels sont tous ces petits groupes, qu'est-ce qu'ils font, comment ils pensent, etc. Euh, et donc, je trouve que ce groupe, il a marqué vraiment sa spécificité en ne se rattachant pas à une branche spécifique du protestantisme, mais au contraire, en se voyant comme de simples protestants en faveur de l'unification de tous les chrétiens. Aussi, ce qui m'a frappée, c'était que, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que le groupe tente de se rendre visible par le plus grand nombre, euh, avec par exemple des tracts ou des sites internet ou je sais pas des pages Facebook ou Instagram, finalement ce groupe est très sobre et il choisit de se rendre visible particulièrement en faisant des actions, donc comme Karina a expliqué, en faisant un travail de missionnaire, en allant dans des orphelinats ou autres, et donc en étant directement avec le contact humain. Après, moi, à l'époque, enfin, il y a 2 ans, je m'étais aussi posé la question, est-ce que choisir cette méthode-là, de faire directement soi-même et pas en se rendant visible avec les réseaux sociaux, c'était pas aussi peut-être une manière de se protéger contre une politique qui devenait, enfin, la politique actuelle était encore, c'est laïque toujours, mais comme il y avait une montée d'un radicalisme, est-ce que c'était pas aussi à cause de ça qu'il valait mieux ne pas trop se montrer visible ou pas, pour ne pas D'accord. Très bien. Alors, écoutez, je pense qu'on va arrêter là et puis on va demander. Donc, j'arrête le partage d'écran pour qu'on vous voit. Et je pense qu'il va y avoir des questions. Et donc, je laisse chacun allumer son micro et poser des questions. Je vous remercie. En tout cas, c'était très intéressant. Moi, je connaissais déjà un petit peu. C'est pour ça que j'avais envie que vous en parliez à tout le monde. Donc, je laisse les amis poser des questions. Me dites pas que vous n'en avez pas. Hein. Ah, oui. Bon, bah, c'est Thibaut qui parle, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui, bah, bonjour Anna, on s'était rencontrés, je ne sais pas si tu te souviens de moi. On s'était rencontrés lors des partiels. Oui, on avait fait des blagues et c'était cool. Voilà. Du coup, non, je voulais savoir sur les photos, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer sur les photos, notamment des petites conférences que tu présentais, Karina, que sur le groupe cuisine il y avait que des filles. Et je voulais connaître un petit peu la position de ton groupe sur la question de la mixité et sur les questions globalement ouais, des mixités hommes-femmes. Ah oui, je dis que nous divisons notre groupe par les âges et vraiment il y a des hommes aussi. Est-ce que vous regardez, il y a beaucoup de personnes de male et female aussi, euh, des hommes et des femmes aussi. Mais dans cette photo, il n'y a pas dans cette photo, puisque je ne sais pas où elles sont. Oui. Voilà. Si je fais partage d'écran de cette photo, Thibaut, vous allez voir à droite, il y a plein de garçons.
Oui, il y a beaucoup de Vous voyez garçons. les garçons à droite? J'en Oui, vois c'est au ça, mais moins. en fait, ma question était parce que là, on a l'impression que c'est presque pendant le culte, finalement, qu'il y a Ah, ce moment-là. Mais comme il y avait des groupes de travail, les petites conférences dont tu parlais, Karina, Ah ma oui, question était de les savoir. conférences pour toute personne. Et aussi, nous cuisinons aussi tout. Et Tatiana, notre ministre, nous avons tout cuisiné avec les hommes et avec les femmes aussi. Puisque dans cette photo, je ne sais pas où sont. Peut-être ils couvrent les tables, par exemple. Je ne sais pas. c'est ça. D'accord, très Pendant bien. que les filles cuisinent, les garçons font Oui, le ménage. oui, D'accord. oui. Vraiment, logique. C'était un hasard, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un pays très intéressant. Enfin, moi, depuis que j'ai pu lire le travail d'Anna, hein, c'est-à-dire il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus maintenant, je m'y perds un peu. Non, en fait, vous avez soutenu le mémoire en juin 2020, en fait, hein, le mémoire de Master 2. Ah non, ça c'était. Oui, c'était même Si, septembre. Master 2, voilà. C'est très intéressant. Donc, je me suis un petit peu documentée sur le pays. Donc, j'ai pas mal trouvé d'articles, mais j'ai trouvé plus intéressant de laisser parler Karina que de faire quelque chose de très chercheur, etc. Mais il y a pas mal d'articles qu'on peut trouver. Vous les trouvez si ça vous intéresse. Ben, soit je peux vous en passer. Mais il y a eu pas mal d'études faites sur. Alors, c'est très rare que ça soit un article sur le Kirghizistan lui-même, mais en général, c'est Asie centrale. Mais justement, sur les frictions entre l'orthodoxie et les autres religions chrétiennes, vous l'avez très bien dit, hein, les orthodoxes ne sont pas très contents de voir arriver tous ces groupes évangéliques protestants qui sentent bon quand même l'Amérique. Hein. Bon, on n'en a pas parlé, mais ils sentent soit l'Amérique, soit la Corée, qui est très américanisée. Et on le voit aussi en Russie. Enfin, on a eu des congrès, vous pouvez retrouver ça sur Internet, sur le site du CESNUR, où en Russie, beaucoup de religions sont bannies maintenant quand elles ne sont pas l'orthodoxie, quand elles ne sont pas les religions officielles de la Russie, c'est-à-dire orthodoxie, islam, bouddhisme. Le catholicisme romain y est toléré, mais il ne faut pas qu'il bouge trop. Les témoins de Jéhovah sont bannis depuis 2017, bannis littéralement, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester parce qu'ils sont russes, mais on leur a tout pris, hein, toute la propriété. Et c'est un combat permanent hein, pour la liberté religieuse. Donc on voit bien qu'il y a des velléités de faire un petit peu pareil dans ce pays, mais c'est tout à fait impressionnant. Alors, est-ce que vous avez regardé au Kazakhstan? Je ne pense pas qu'il y ait autant de liberté, si, de pluralisme. Un peu moins maintenant, je crois. Je crois que c'est vraiment le Kirghizistan qui est le plus. Ah oui, ça paraît assez spécial. Hein? Oui, oui. Parce qu'en plus, si vous avez... Alors, ça serait intéressant, ça c'est pour Thierry. Hein. Il faudra voir un petit peu qui sont ces baptistes, parce qu'à mon avis, ils sont encore beaucoup très ménonites. Hein. Enfin, en tout cas, tout ça, le baptiste comme ménonite, c'est des gens qui viennent des anabaptistes, c'est-à-dire ceux qui baptisaient que les adultes, en fait. C'est très intéressant de voir ça. Moi, je les étudie au Canada, les ménonites. Donc, c'est pour ça que c'est sidérant de voir qu'en fait, vous regardez l'Asie centrale et vous avez des ménonites en Asie centrale. Tout ça, c'est passionnant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Benoît, allez-y. Oui, je vois la petite main jaune, là, oui. Tout à l'heure, j'ai mis sur le ton de l'humour l'apostasie, mais dans un pays qui est majoritairement musulman, j'ai entendu qu'il y avait des conversions de l'islam vers le christianisme. Comment est traité, alors d'une part officiellement, ces cas d'apostasie, et ensuite comment est traité par la population réellement ces personnes qui se convertissent de l'islam vers une autre religion? Je ne sais pas si tu veux répondre, Karina ou. Karina? Je ne comprenais pas la question, excusez-moi. Oui. Quand des musulmans de culture musulmane intègrent votre groupe religieux ou d'autres groupes chrétiens, quelle est la réaction de leur famille ou de leur environnement musulman? Nous... Non, pas vous, c'est les musulmans. Comment les musulmans perçoivent la conversion d'un musulman vers le protestantisme? C'est les questions vraiment, puisque j'ai beaucoup des amis qui est musulman.
Oui. Et c'est pas une grande contradiction, par exemple. Oui, nous n'avons pas quelqu'un de disputé, puisque comment dire, nous nous sommes respectés en notre choix, oui, puisque je respecte que mon ami choisit le musulman et mon ami et respecte que je choisis le Dieu Jésus-Christ. Et c'est tout. Il n'y a pas, peut-être il y a des personnes qui est contre, oui, mais je ne je ne rencontre, oui, je ne rencontre des personnes, puisque en effet, dans notre pays est laïque, oui, et nous avons libre de faire choix, aller au Jésus-Christ, ou faire choix, aller aux musulmans, aux bouddhistes, aux baptistes, etc. Oui. D'accord. Et Anna, vous, des témoignages qui seraient divergents? En fait, je pense qu'il y a deux choses deux choses à bien savoir sur ça. C'est que déjà, il y a une différence flagrante entre le sud et le nord du pays. Donc là, on est dans le nord avec Bishkek, donc c'est toujours plus tolérant et plus ouvert. Parce que finalement, en fait, Bishkek, c'est vraiment la ville du pays qui est hyper numérisée, qui est avec les nouvelles technologies. Et les Kirghizes se préoccupent beaucoup moins de la religion, par exemple. Et aussi, on dit que c'est un pays musulman, mais ça n'a rien à voir, par exemple, avec les pays du Maghreb. C'est-à-dire, on n'enseigne pas l'islam, sauf pour des gens qui disent qu'ils sont musulmans et qui veulent vraiment étudier, mais il n'y a pas beaucoup finalement à Bishkek. C'est vraiment... on n'étudie pas le Coran, on n'étudie pas l'arabe. Ce qui est important chez eux, c'est plutôt de connaître le russe, un peu le kirghize. Et on est vraiment musulman par tradition parce que nos parents le sont. Et être musulman, c'est vraiment je suis généreux, je t'offre l'hospitalité, j'ai des valeurs et je crois en Dieu. Ça s'arrête là. C'est pour ça que c'est plus facile d'être converti à d'autres religions. Oui, et en effet, notre pays était à l'origine païenne. Premièrement, oui. Et il y a beaucoup des influences de l'arabe qui est donné à l'influence des musulmans. Mais en effet, notre pays pas musulman. Premièrement, oui. C'est ça, oui, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler là, mais justement, dans votre mémoire, vous avez beaucoup parlé du tangrisme, hein, Anna. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots avant qu'on arrête parce qu'il va faire un peu tard. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quand même si on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer? Après, il y a Molly, pardon, tu as une question qui se rapporte. Attendez, Anna, tu as une question qui se rapporte à ça, aux conversions? Non, ma question, elle porte sur la Bible, en fait. Ah bon, d'accord. D'accord, vas-y, pose-la, oui, vas-y. Oui, en fait, je suis très curieuse simplement de savoir, la langue, j'imagine que c'est la Bible peut-être en russe, et je voulais juste savoir sur quoi se focaliser le plus, par exemple, l'étude de la Bible, les chants, etc. Sur quelle partie de la Bible, en fait? C'est une question purement sur l'objet de la Bible. C'est bon, Karina, vous avez compris? Tu crois, Molly, tu peux la poser en anglais à Karina? Évangile, sur l'évangile. Karina, Molly, can you ask it in English? Because Karina understands English. Okay. Karina, I was just curious about the Bible, the language that you use for the Bible, the translation. Does every person have a Bible when they study? And what part do you focus on the most? Is it the Old Testament, the New Testament, the Psalms? What is the focus and what is the language? Oui, Bible traduit en plusieurs langues. Et bien sûr, nous lisons le Bible en russe, bien sûr. Mais il y a beaucoup de traductions. Par exemple, le Bible de Genève ou Bible de Grèce, de traduction de Grèce. Oui, et il y a beaucoup de traductions pour
nous comprenons beaucoup la Bible. Puisqu'il y a beaucoup de traductions et en France, il y a de Bible, etc. Et oui. Mais vous vous focalisez sur l'Évangile, l'Ancien Testament, surtout? Puisque dans la Bible, il y a une information. Oui, et dans toutes les traductions, il y a une information qui ne peut pas corriger, qui ne peut pas changer. D'accord. Oui. Okay. Oui. Alors, Anna, maintenant, vous nous dites quelques mots sur le tengrisme. Le tengrisme, c'est donc la religion des anciens Turcs. Donc, c'est tout, parce qu'il faut savoir que les Kirghizes, c'est donc les Kirghizes, les Kazakhs, ce sont des peuples turcophones à la base. Et eux, ils étaient tengristes. Alors, Tengri, c'est le dieu du ciel et les divinités qui s'y rapportent. Donc, c'est typiquement une religion chamaniste et animiste. Donc, il y avait des chamans qui organisaient des cures, qui étaient là pour soigner. Cette religion, elle a commencé à évoluer à partir du 8e siècle quand il y a eu les Turcs qui sont venus en Asie centrale et qui ont commencé à diffuser l'islam soufi. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu des syncrétismes, que les chamans sont restés des chamans, mais ils ont été ce qu'on appelle des chamans islamisés. Et donc, par exemple, ils allaient continuer leur rituel avec tous les esprits, mais parmi leurs esprits, il y avait des saints musulmans, par exemple. Donc, c'est vraiment Et de nos jours, parce que si j'ai bien compris vos travaux, de nos jours, il y a quand même une espèce de renaissance du tengrisme, comme qui soutiendrait une espèce d'identité kirghize. Oui, c'est ça. Et alors, justement, c'est aussi à mettre en parallèle avec l'islam. Donc, on a notamment le politicien et homme d'affaires Dasten Sarigulov, qui lui avait essayé même d'implanter donc le tengrisme comme idéologie nationale. Le but, c'est de revenir comme à une identité spécifiquement kirghize et à se positionner contre l'islam. Parce que au-delà du tengrisme, on a pu voir même l'année dernière des campagnes dans Bishkek où, par exemple, il y avait des grosses affiches qui disaient regardez les femmes maintenant, regardez les femmes kirghizes il y a 50 ans, pour protester, par exemple, contre le port du voile et notamment de la burqa. Oui, parce qu'il y a 50 ans, c'était interdit. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et puis, ils avaient leur tenue traditionnelle kirghize. Et c'est vrai que autant on a une montée de l'islam radicalisme, mais autant on a des Kirghizes qui ne veulent pas de voir de l'islam chez eux. Et donc, certains choisissent de revenir au tengrisme, qui est la religion donc, originelle. Mais la question, c'est est-ce que certains vont considérer ça comme vraiment une religion, d'autres plutôt comme une philosophie de vie. D'accord. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de... Parce que vous parlez des chamans islamisés, mais est-ce qu'il y a une pratique de guérison, un petit peu comme chez nous d'ailleurs, hein, en dehors de la médecine? Est-ce qu'il y a des guérisseurs? Est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait appeler des chamans, des medicine men ou women, des espèces de sorciers au sens noble du terme, hein? Est-ce qu'il y en a? Oui. Alors, il y a dans les montagnes. Alors, disons qu'à Bishkek, encore une fois, c'est différent parce que c'est là où c'est le monde des technologies. On va dire qu'ils y croient plus, ou plutôt ils y croient, mais ils trouvent que c'est dangereux, ils préfèrent éviter. Mais c'est, par exemple, justement, le chaman à qui j'ai dédié mon mémoire qui s'est fait tuer quelques mois auparavant, c'est exactement ça. C'était un chaman kirghize à Bishkek qui était reconnu par ses pairs. Par exemple, j'avais une copine qui n'arrivait pas depuis 6 mois à trouver un travail et qui l'avait contacté pour ça. Et c'était un homme qui recevait tous les lundis, par exemple. Mais sinon, dans les montagnes, oui, en effet, il y a aussi encore des chamans guérisseurs qu'on peut aller voir. Mais voilà, parfois, c'est considéré comme dangereux. Et pourquoi il a été tué? Alors, de ce que j'ai compris, officiellement, crise cardiaque, évidemment. Officieusement, parce qu'a priori, son fils avait des problèmes d'argent avec des hommes qui ne sont pas nets. Et quand ils sont arrivés chez le père, manque de chance, le fils n'était pas là. Et donc, c'est le père qui ont tué par pendaison dans son jardin. C'est sympathique quand même, hein?
Grand pays pluralisme religieux, mais je vois, d'accord, bon. Mais disons qu'il n'a pas été tué parce qu'il est chaman, c'est juste parce que son fils avait Il avait de l'argent. On demande compte. Bon, c'était la mafia, quoi. Oui, non, parce qu'il faut savoir que autant, par exemple, à l'époque, on va dire la génération de mes grands-parents, par exemple, il y a des politiciens qui aimaient avoir comme conseiller des chamans. J'ai les grands-parents d'une amie, c'était ça, ils étaient les deux, hommes comme femmes chamans, et il me semble que c'était son grand-père qui, lui, des fois, conseillait certains ministres. D'accord. Oh, mais nous, on a des astronomes, des astrologues. Ouais, On fait ça chez nous aussi. Hein. Mitterrand, non, c'est pas Mitterrand. Ouais. Si, c'est Mitterrand. Oui. Par des astrologues, oui. Ouais. Bon. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions à poser à nos amis? J'aurais peut-être une question oui, qui concerne Vous avez noté à un moment donné, ou plutôt moi j'ai noté la distinction que vous faisiez entre citoyenneté et nationalité. Et ça, est-ce que vous pourriez le préciser? Oui. Ou revenir dessus. Oui, tout à fait. Donc, quiconque va naître au Kirghizistan, il est citoyen kirghize. En revanche, la nationalité est décidée par le père. Par le père, voilà, c'est ce que vous aviez dit. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, après, il n'y a pas tant que ça des mariages mixtes finalement, c'est-à-dire souvent c'est kirghize avec kirghize, russe avec russe, coréen avec coréen par exemple. Bon, sauf dans le cas de Karina par exemple. Mais voilà, par exemple, Karina, elle est. Finalement, je trouve que c'est intéressant son cas parce que souvent, vu que c'est le père qui transmet la nationalité, souvent il transmet aussi peut-être la religion. Mais chez Karina, elle a eu un père kirghize, donc elle est kirghize, mais par contre, elle a la religion de sa mère. Oui, parce qu'il est athée. Son papa est athée, c'est ce qu'elle disait. Il croit en Dieu, mais il n'est pas. Oui, c'est ça, oui. Voilà, mais qu'est-ce qui prime alors entre la citoyenneté et la nationalité? Qu'est-ce qui va primer? Rien? Non, rien, c'est juste... Rien, c'est comme ça, ces deux distinctions, d'accord. Oui, mais par contre, par exemple, comme il y a un peu cette séparation des nationalités, par exemple, souvent les Coréens sont les Coréens, par exemple, quand on voit une Michel. on va... rarement, elle va épouser, encore une fois, Karina, c'est l'exception qui confirme la règle, mais rarement, elle va épouser un Kirghize, par exemple. Souvent, ils vont à l'école ensemble, il n'y a aucun problème, mais voilà, après, ils se rangent entre nationalités en général. Oui, le vrai mélange, c'est quand les gens se marient entre groupes. Hein. Mais alors, ça veut dire que si vous êtes coréen, et donc il y en a beaucoup par là, donc, alors les Coréens, de toute façon, ils se marient en général entre eux, donc ma question n'est pas bonne. Mais si vous êtes russe, d'accord, et vous voulez épouser un Kirghize, ça peut se faire? Je pense que oui, encore une fois Karina, mais ça dépend, je pense, des principes et des croyances de la famille, s'ils sont très pratiquants ou pas. D'accord. S'ils sont plutôt ouverts d'esprit. D'accord. Oui. En tout cas, si jamais vous êtes parmi vous, là, vous m'écrivez, parce que j'ai téléchargé pas mal de gros textes sur ces histoires au Kirghizistan. Enfin, moi, ça me passionne parce que vraiment, grâce à Anna, il y a 2 ans, j'ai découvert ce pays. Je connaissais le nom, mais je ne connaissais rien du tout. Et en fait, chacun de ces pays d'Asie centrale a d'abord des ethnies différentes. Alors, il y a des points communs. Souvent, ils sont rassemblés par exemple, j'en ai trouvé un sur les écoles Gülen, justement, en Asie centrale, puisque Gülen, c'est donc c'est pour ça que je savais qu'on les appelait les jésuites, les écoles de jésuites Gülen. C'est pas du tout un jésuite, évidemment, mais c'est le même fonctionnement. Il a copié, en fait, l'évangélisation à la jésuite. Et c'est pour ça qu'il est si mal vu par Erdogan, parce qu'en fait, il a tissé un réseau d'écoles absolument partout dans le monde entier, et notamment en Asie centrale. Et évidemment, par le biais des écoles, il y a une islamisation spécifiquement Gülen qui se propage, où c'est pas le même type d'islam d'Erdogan, et c'est aussi très axé école de commerce et développement économique aussi. Donc ça, c'est aussi très intéressant, mais j'ai plusieurs articles, donc si ça vous intéresse, je pourrais vous les envoyer. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je proposerai qu'on arrête l'enregistrement d'abord. J'arrête,